Dames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parvis des Fils. On est très heureux de vous accueillir pour cette première conférence dans le cadre des Mercredis du climat. Alors, rapidement, petite présentation. Les Mercredis du climat, c'est une déclinaison des engagements de Passy en tant que Ville des Alpes 2022. Alors, Ville des Alpes, c'est une association qui regroupe les 7 pays de l'arc alpin, des communes des 7 pays de l'arc alpin. Et puis, Passy a rejoint 3 villes françaises cette année. Là, il y a Chambéry, il y a Annecy, il y a Chamonix, il ne faut pas que je me trompe, et il n'y a que des villes qui se terminent en Y d'ailleurs. Alors, on est la plus petite, avec aux côtés de nos collègues de Slovénie, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse. L'association Ville des Alpes, alors son vrai nom c'est Association Ville des Alpes de l'année, elle a un objectif, c'est valoriser les actions de développement durable qui sont instaurées sur ces territoires-là et qui découlent de la Convention alpine. Alors, Convention alpine, Quesaco, c'est un des premiers traités internationaux en matière d'environnement qui a été signé en 1991 et qui a engagé pas mal de choses pour l'arc alpin, notamment le franchissement des Alpes pour le transport. Alors ça fera, j'évoque ce thème parce que ça fera l'objet de la dernière conférence qu'on est en train d'organiser avec Juliette. Donc je remercie Juliette Vaudine de s'occuper de ça pour la commune. Elle était quelque part, je vais la revoir, c'est pas grave. Elle est là-haut. Donc une conférence qui sera consacré au transport routier dans les Alpes, donc qui devrait avoir lieu, je dis bien devrait, donc le 30 novembre. En attendant, il y aura encore 4 événements, Christelle, des mercredis du climat consacrés à l'agriculture. Sur le changement climatique, bien entendu, enfin que des thématiques qui sont en lien avec le développement durable. Donc la volonté de Passy à notre petite échelle de commune, mais on sait que la mutation et la transition énergétique, elle passe d'abord par les territoires, et les petits territoires, on n'attend pas des grands plans forcément internationaux ou nationaux pour agir. Et on sait qu'on peut le faire au quotidien. Donc c'est des choses qui ont déjà été engagées à Passy. La rénovation énergétique des bâtiments, notamment sous le précédent mandat. Aujourd'hui, on travaille bien entendu avec la réserve naturelle, sur l'analyse de la canalisation, je vais y arriver, des flux de clientèle sur les espaces naturels, par exemple. Ça concerne l'agriculture, les circuits courts, voilà, j'en passe et des meilleurs. Voilà, en tout cas, on va décliner sur ces conférences les mercredis du climat, des thématiques vraiment intéressantes, c'est ouvert à tous. Et puis on s'est attaché des scientifiques de haut niveau. Donc je remercie Jean-Baptiste Bosson de participer et d'ouvrir le bal avec cette première conférence, qui est glaciologue. Alors j'ai cru comprendre que vous alliez moins parler de glaciers ce soir que de climat. Alors je vous poserai peut-être des questions sur les glaciers, parce que moi j'ai plein d'interrogations. Enfin en tout cas, le but c'est que ça soit interactif avec le public. Donc vous allez peut-être présenter la manière que vous allez utiliser, que vous étiez pour mener la soirée. Mais en tout cas le but c'est de pouvoir échanger en direct avec le scientifique. Parce que c'est quand même bien eux les spécialistes et nous, les élus, on est là pour mettre en œuvre des stratégies qui découlent d'analyses et qui reposent sur des faits scientifiques. Voilà, je le précise, que ce soit dans le domaine de la qualité de l'air, par exemple. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vais passer la parole à Jean-Baptiste. Merci à tous. Donc, merci beaucoup, monsieur le maire, et merci à la mairie pour l'accueil. Donc, je fais un exercice qui n'est pas mon exercice de prédilection. D'habitude, je parle beaucoup des glaciers, puis un peu à côté du climat, évidemment. Et là, je vais faire le contraire. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? En ce moment, c'est un peu la mode. Vous avez entendu qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des scientifiques qui ont proposé des formations gratuites aux députés. Si on m'avait demandé de le faire, j'aurais peut-être proposé quelque chose comme ça. Ce que je vous propose de faire, c'est à peu près une formation d'1 heure. C'est un peu le climat expliqué de manière assez simple par un glaciologue. Moi, je ne suis pas climatologue, donc comme vous, je me suis posé des questions et j'ai essayé d'y répondre et de comprendre. Je ne comprends pas tout, de loin pas. Par contre, j'essaie d'expliquer l'histoire du climat et de parler du changement climatique actuel. Et je vous propose qu'on essaie de parler de cette grande histoire et que j'utiliserai les glaciers ou des exemples locaux pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que j'ai marqué ? Voilà. Au début, c'est un petit peu, comment dire, c'est presque plus comme un cours de fac au début, puis après, ça ressemble plus à ce que je fais d'habitude en conférence. Mais si je ne suis pas clair du tout, ou si c'est trop scientifique, trop compliqué, les graphiques, prenez la parole, dites-moi, on ne comprend pas ou je ne comprends pas. Voilà. Oui, vous avez déjà une question ? À parler plus fort. Ok, voilà, je vais parler comme ça. Ok.
Donc, donc très rapidement, pour me présenter, j'ai fait un doctorat sur les glaciers alpins en Suisse voisine. Je suis français et suisse. J'étudiais notamment les glaciers qui sont juste là au-dessus, un petit peu sous le sommet du Mont Blanc, si vous voulez. Et puis aujourd'hui, j'ai un travail principal. Je travaille pour Aster, qui est le conservatoire des espaces et des réserves naturelles de Haute-Savoie. Donc on est le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de Passy, ici. Il y a la conservatrice de la réserve, Clémentine, qui est ici. Donc je parle largement sous ton contrôle ce soir aussi. Et puis, je travaille aussi pour une autre ONG de protection de la nature qui s'appelle l'IUCN, c'est l'Union internationale pour la protection pour la conservation de la nature. C'est un petit peu comme l'ONU pour la nature, si vous voulez. C'est la plus grosse organisation internationale qui réunit tous les États sur des engagements collectifs de protection de la nature. Donc, on fait les listes rouges des espèces suivant les statuts, si elles sont en bon état de conservation ou si en voie d'extinction. On protège les sites du patrimoine mondial. Donc, moi, je travaille vraiment sur les sites du patrimoine mondial de l'humanité. Je pourrais vous en parler tout à l'heure si ça vous intéresse. Et puis, pour Aster, je travaille aux missions scientifiques, donc sur les glaciers, mais aussi sur le changement climatique et notamment sur un projet qui s'appelle Nature Adapt, dont je vais pas mal vous parler ce soir, qu'on a mené notamment ici à Passy. Donc on est en train de le finaliser. Et donc j'ai pris la base de la présentation que j'avais fait pour ce Nature Adapt. Si vous voulez, c'est la première fois que les gens qui gèrent les espaces protégés en France, donc notamment les réserves naturelles, essayaient de penser la gestion de ces espaces avec le prisme du climat. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup des biologistes qui le faisaient en fonction des populations, de la biodiversité, des écosystèmes, etc., sans trop tenir en compte du climat qu'on ne comprenait pas trop et avec un parcours en biologie, souvent on a peu fait d'études sur le climat. Et donc là, ce programme Nature Adapt, il vise vraiment à mettre le climat, qui est en train de tout modifier dans la nature, comme un prisme général pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais fait une partie de ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, il y a une petite partie introductive sur les glaciers et le climat où je vous définis un petit peu de quoi on va parler, qu'on soit tous d'accord de ce que c'est. Après, on va parler des changements climatiques. Sur le temps récent de l'histoire de la planète, c'est les 2 derniers millions d'années. Puis grâce aux glaciers, on arrive bien en général à comprendre, je crois, ce qui se passe. Et puis on va arriver au cœur du sujet de la soirée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le climat. Et c'était le titre de la conférence de ce soir, c'est pourquoi on vit une période si particulière dans l'histoire de la planète. Et puis, on finira par des réflexions sur demain. Je mets souvent ces petits avertisseurs comme ça. Ce que je vais vous présenter, c'est pas très gai. L'état de la planète, l'état du climat sur Terre, l'état de la nature sur Terre, il est extrêmement, extrêmement inquiétant. Je ne suis pas du tout le premier scientifique qui le dit, vous l'entendez partout. Mais souvent, les gens, peu à peu, je les vois qui s'enfoncent dans le siège en se disant « mais c'est pas possible, toutes ces nouvelles ». En fait, tout ce que je vais vous raconter ce soir, c'est scientifiquement avéré. C'est basé sur des publications qui sont reconnues mondialement, notamment via les travaux du GIEC. On ne se rend pas toujours compte de la gravité de la situation et j'espère que je vais contribuer à vous former un petit peu plus là-dessus. Et j'espère que comme moi, le fait de savoir tout ça ne va pas vous faire peur, mais va vous donner envie d'agir et de réagir. En tout cas, moi, c'est mon moteur et c'est le but de la conférence de ce soir. Donc la première chose, je veux un peu vous parler du climat et que le climat, en fait, l'atmosphère terrestre, les conditions, elles varient tout le temps. Le vent, l'ensoleillement, plein de paramètres, la température. Ça, c'est vraiment la base. Et pourquoi ça varie tout le temps? C'est parce que, si vous voulez, il y a le système climatique, donc la grosse boule qui modifie le climat. C'est la résultante de l'interface de 5 sous-systèmes, 5 boîtes qui bougent en permanence, qui interagissent les unes avec les autres en permanence. Ces 5 boîtes, c'est l'atmosphère, donc c'est tout ce qu'on a au-dessus de la tête. La biosphère, c'est tout le vivant. Et une des grandes questions aujourd'hui que les scientifiques essaient de dire, c'est l'humain est dans le vivant, on est complètement là-dedans. La lithosphère, c'est la croûte terrestre, comment elle bouge, mais en bougeant, par exemple, le mouvement des continents va complètement modifier l'absorption de la chaleur sur Terre, ou par exemple les volcans qui vont être formés avec la tectonique vont relarguer énormément de CO2, etc., donc vont complètement impacter le climat. Et puis les 2 autres, c'est l'hydrosphère, donc les océans et tout ce qui est eau douce sur Terre. Et puis moi, vraiment ma spécialité dans mes recherches, c'est la cryosphère, c'est tout ce qui est eau gelée, et notamment les 2 grosses calottes de l'Antarctique et du Groenland, et puis les glaciers sur Terre. Le permafrost aussi, etc. Donc tout ça, ça bouge tout le temps, ça interagit, et ça explique pourquoi le climat, déjà, il
il a tout le temps varié sur Terre. Ça, c'est une chose fondamentale à comprendre. C'est pas nouveau le changement climatique. C'est pas, aucun scientifique va vous dire le contraire. La Terre, elle n'est pas plate. Et la Terre, elle a tout le temps. Le principe fondamental dans la nature, c'est le mouvement, c'est l'évolution, c'est la dynamique. Hein. Donc le climat, il a tout le temps changé. Parce que ça, si vous voulez, ces 5 composantes, elles ont en permanence changé. On va pas aller trop loin ce soir, mais en gros, ce qui va caractériser notre système, comme n'importe quel système, c'est des flux. Donc tout est dynamique, tout bouge. Et puis ces flux, ils peuvent venir de paramètres internes à la Terre. Comme je vous ai dit, la tectonique qui génère des volcans qui vont modifier le CO2, c'est des dynamiques internes à notre planète. Par contre, la modification de l'activité solaire, c'est de la dynamique externe à notre planète et c'est de l'énergie qui vient du dehors. Donc, comme j'ai mis, ces flux ils peuvent être endogènes ou exogènes. Une toute petite figure compliquée, le but, c'est pas de tout comprendre, le but, c'est juste de comprendre qu'il y a des flux partout qui sont en watts par mètre carré. Et le principal moteur de ce flux, c'est le rayonnement solaire. C'est la lumière du soleil qui apporte énormément d'énergie sur Terre. Et puis, le corollaire de ça, je vous l'ai juste mis là, c'est qu'en fonction de la surface de la planète et surtout de sa couleur, le rayonnement il est plus ou moins absorbé par notre planète et diffusé autour de lui ou alors renvoyé. Et puis, donc voilà, et c'est comme quand vous êtes habillé en été dans une surface foncée ou dans une surface très claire. Quand c'est très clair, on a une albédo qui est proche de 1, ça veut dire qu'il y a comme un effet miroir de la matière, de la neige, des glaciers qui renvoient énormément du rayonnement solaire. Et à l'inverse, quand on a des surfaces qui sont très foncées, comme un lac vu du ciel ou comme une forêt de conifères, énormément de la lumière, du rayonnement solaire, il va être absorbé. Et là, la chaleur, elle va rester sur place. Donc ça, c'est important à comprendre. Et puis, deuxième chose fondamentale de ce système, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça, vous l'avez tout le temps entendu, hein, en fait, la Terre, il y a un effet de serre qui est naturel, qui est une couche de l'atmosphère qui va retenir énormément comme ça de la chaleur. Et donc, sans cet effet de serre, le climat aujourd'hui sur Terre, le global, il serait 35 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Donc sans l'effet de serre naturel, qui est un processus complètement naturel, la Terre, c'est une boule de glace dans l'univers. Il n'y a pas beaucoup de vie à sa surface, hein. C'est juste une immense boule de glace. Donc ce mécanisme naturel, en fait, il explique qu'on vit dans notre planète bleue avec une multitude d'écosystèmes et puis dans un climat qui est globalement tempéré. Si on zoome un petit peu, donc ces variations dans le temps et l'espace de ces conditions de l'atmosphère, en fait, elles vont décrire ce qu'on appelle la météo. Ce soir, il fait orageux ici dans la région, donc on a telle condition de pression, de température, de nébulosité, de vent, etc. Donc ça, c'est à court terme et c'est des zones ponctuelles. Quand on vous parle du climat, et la différence entre météo et climat, c'est que le climat, en fait, c'est de la statistique. C'est en fait la distribution statistique de conditions météorologiques à un endroit donné. On va calculer des moyennes, on va calculer des normales, souvent à l'échelle de 30 ans, pour avoir une bonne photographie du climat dans une région. Et voilà, donc, et tout ça, ça permet d'avoir une espèce de photo sur les conditions à peu près type d'une région donnée. Et donc, quand on parle de changement climatique, c'est pas tellement ça, où le changement climatique il va faire plein d'événements météo, comme la canicule par exemple de ces dernières semaines, mais le changement climatique, les scientifiques l'évaluent sur le long terme, c'est, si vous voulez, la variation dans le temps de ces grandes moyennes, de ces grandes normales météorologiques, de ces grands paramètres. Ça va, j'ai pas perdu tout le monde. Je suis pas beaucoup plus compétent que ce que je viens de vous dire, je comprends pas, enfin, n'étant pas climatologue. Mais voilà. Et tout ça permet donc une classification de la planète en fonction des grands climats. Ça, c'est une macro classification. Il y a des classifications beaucoup plus fines qui existent sur Terre entre les climats tempérés, continentaux, polaires, subpolaires, tout ce que vous voulez. On peut aller beaucoup plus finement. Hein. Là, c'est une macro classification. Si on zoome un peu sur une autre classification, ça, c'est le climat national tel qu'il est défini par la norme de Köppen. C'est une des grandes normes de classification des climats sur Terre. Je vous ai juste mis 2 climats qu'on retrouve en France comme exemple. Par quoi ils sont caractérisés? Comme je vous disais, souvent, ces statistiques, ça va être plus que 100 jours ou moins que 100 jours avec tel cumul de précipitations, enfin des choses comme ça. C'est vraiment une approche presque assez mathématique de variation de paramètres quand on va définir des climats. Donc voilà, jusqu'ici, je ne sais pas si on a appris quelque chose de vraiment nouveau, mais je pense que c'était important quand même de poser le cadre de ce dont on allait parler ce soir.
Et puis c'est les mercredis du climat, donc vous allez continuer dans les prochaines semaines sur ces thématiques. Donc l'idée c'était de donner un peu un cours de base là-dessus. Maintenant je vais vous parler des glaciers. Les glaciers, on va les trouver partout sur Terre où on a un climat qui est favorable. Et ce climat favorable, donc c'est, je l'ai mis là, c'est le polaire et puis le montagnard océanique et continental. En fait, il est favorable à quoi? Il est favorable en fait à l'accumulation de neige et à ce qu'on va appeler dans le langage commun les neiges éternelles. Les glaciers, ils se forment des neiges éternelles. C'est pas des lacs gelés, les glaciers. C'est pas de l'eau qui était sous forme liquide qui d'un coup gèle parce qu'on est dans des conditions climatiques froides. Les glaciers ils vont se former par la lente compaction des neiges éternelles. Donc dans toutes les régions du monde où on va avoir des neiges éternelles, si on a assez de neige, peu à peu, elle va se compacter sur elle-même et donc elle va peu à peu se densifier, cette neige. On passe du petit flocon individuel à une masse qui vient ultra robuste, ultra compacte, ultra dense de glace vive. Et donc après, cette masse, elle va se mettre en mouvement. Je vais vous en montrer des exemples juste après. Et donc les glaciers, on va les trouver partout sur Terre. Donc je vous ai mis une carte là. C'est tous les points noirs qu'on peut voir ici, les glaciers sur Terre, plus les deux grosses calottes continentales dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a plus que 200 000 glaciers sur Terre. On va les trouver soit du coup en haute montagne, là où il fait très froid, soit dans les régions polaires. Donc pareil. Deux chiffres importants à comprendre sur les glaciers. On en reparlera tout à l'heure aussi, mais les glaciers couvrent 10% de la planète. Vous vous en souvenez de cette histoire d'albédo, hein? Les glaciers, donc c'est 10% des terres émergées de la planète qui sont blanches et donc qui renvoient énormément du rayonnement solaire et qui contribuent au fait que la planète soit plutôt tempérée. Et puis, chiffre peut-être encore plus important pour le fonctionnement de notre planète, les glaciers aujourd'hui stockent l'équivalent d'eau de 66 mètres équivalent marin. C'est-à-dire que si on a une baguette magique et qu'on fait disparaître tous les points noirs là, et qu'on fait fondre les deux grosses masses continentales, le niveau marin global il augmente de 66 mètres. Donc ça veut dire que toute la Terre, enfin toute la distribution des continents telle que vous l'avez toujours connue et appris, vous changez tous les traits de côte quasiment sur Terre. Donc je crois que vous commencez à comprendre, enfin vous le savez peut-être déjà, mais évidemment l'enjeu de la fonte des glaciers. Donc voilà, je vous ai dit, les glaciers, c'est une masse sédimentaire. On appelle ça, c'est de la glace sédimentaire, on l'oppose à la glace magmatique. La glace magmatique, c'est celle de votre congélateur. C'est de l'eau qu'on met à des conditions en dessous de 0 degré et l'eau, elle va geler. Et donc les glaciers, c'est pas ça, c'est comme des sédiments qui vont peu à peu s'accumuler. C'est pour ça qu'on appelle ça de la glace sédimentaire. C'est de la neige qui va peu à peu s'accumuler et se compacter et se transformer en glace. Et puis, particularité de cette masse, elle devient un fluide visqueux. En fait, quand on va sur un glacier, qu'on tape avec notre piolet dedans, on se dit c'est pas un fluide visqueux, c'est un truc très dur et il faut forcer comme un. Et en fait non, à une échelle de temps un peu plus large, c'est vraiment un fluide qui s'écoule en raison de la gravité, qui se déforme sur lui-même, qui glisse aussi sur l'eau qu'il va lui-même produire et qui va comme ça s'écouler dans toutes les régions où il se forme. Les glaciers, on les limite en deux zones. Donc ça, c'est un glacier en Suisse enfin bref. Et ça, c'est une coupe de côté d'un glacier où ça vous montre un petit peu le fonctionnement. Pour tous les glaciers du monde, sauf quand ils sont dans un état de mort avancé, vous allez avoir deux zones en permanence que vous allez pouvoir voir, en tout cas tous les étés. C'est la zone d'accumulation et la zone d'ablation. La zone d'accumulation, c'est la fameuse zone dont je vous parlais des neiges éternelles. Vous pouvez regarder cette zone depuis Passy, ici dans le massif du Mont Blanc, à n'importe quel moment de l'année, elle va être couverte de neige. C'est la neige qui va subsister qui va être accumulée tout un hiver et qui va subsister tout l'été à la fonte et qui va être recouverte l'année d'après par de la nouvelle neige et qui va peu à peu se densifier. Et donc, dans tous les glaciers du monde, vous avez une zone d'accumulation en amont qui est la fabrique de la glace, en fait. Si on regarde vue de côté, en fait, c'est toute cette zone-là qui va être tout le temps couverte de neige. Et voilà. Cette neige, elle va se compacter, elle se transforme en glace. Et comme on l'a dit, en raison de la gravité, ce fluide visqueux, il va s'écouler jusqu'à une région où il va descendre en altitude, donc il fait plus chaud. La température, plus on va vers l'aval, plus il fait chaud. Et donc là, notre neige hivernale, elle a fondu. Et puis, une partie de la glace aussi va fondre, comme on voit ici sur le schéma par exemple. Et donc, un glacier, sa taille dans le paysage, elle va vraiment dépendre de ça. Ça va le rendre hypersensible. C'est qu'à peine on augmente soit la fonte, soit l'accumulation de masse d'un côté ou de l'autre, notre masse, elle va soit gonfler dans le paysage, avancer un peu plus loin, prendre de l'épaisseur. C'est-à-dire que le glacier a un bilan de masse qui est positif, ce qu'il est en bonne santé.
Si le bilan de masse il est équilibré, ça veut dire qu'il a autant gagné de masse qu'il a perdu sous forme de fonte pendant un an. Il bouge pas tellement d'emprise dans le paysage. Et par contre, quand le bilan de masse il est négatif, ça veut dire qu'on a eu plus de fonte dans la partie aval. Il s'est fait plus grignoter, si vous voulez, par la chaleur, qu'il a eu le temps de produire de la glace qui va transférer vers l'aval. On dit que souvent que les glaciers reculent. Ils reculent pas, les glaciers. Ils remontent pas dans les montagnes. C'est qu'ils se font grignoter, comme on peut le voir là, plus vite, si vous voulez. En gros, on tourne le thermostat dans la direction qui les arrange pas. Il fait plus chaud, il y a moins de neige qui va s'accumuler, plus de fonte. Et donc, peu à peu, notre masse, elle va se rétrécir et puis remonter dans le paysage, là où il fait encore à peu près froid et où ils peuvent subsister. Et donc, les glaciers, en fait, à peine on varie un tout petit peu ces paramètres que sont surtout l'enneigement et surtout la température estivale. Mais bon, l'enneigement dépend aussi de la température en hiver. On fait un tout petit peu tourner ces paramètres et nos masses glaciaires, elles réagissent très très vite. Elles vont soit, comme je vous dis, gonfler, soit diminuer dans les paysages. Et c'est pour ça que vous entendez beaucoup les glaciologues parler. C'est pas parce qu'on est les meilleurs du tout scientifiques au monde, c'est parce qu'on étudie probablement un des meilleurs indicateurs des changements climatiques, un des plus simples à comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'autres paramètres qui sont en jeu que juste la réponse d'un glacier au changement des conditions de météo et de climat à moyen terme. C'est un peu plus qu'un indicateur. Est-ce que ça marche? Ouais. En fait, les glaciers, comme je vous ai dit, c'est 10% de la surface qui est blanche. Donc, ils ont un rôle fondamental sur l'albédo et sur les échanges énergétiques. Les glaciers vont produire de l'air frais, ils vont produire de l'eau fraîche. Ça, c'était un schéma qui a été produit dans un des rapports du GIEC. En fait, l'eau fraîche produite par les glaciers, elle va plonger dans les océans, elle va contrôler les grands courants marins comme le Gulf Stream, etc. Donc, en fait, les glaciers, c'est vraiment une composante qui est fondamentale. Je vous disais, le système climatique, il y a 5 boîtes. Et dans la boîte cryosphère, c'est surtout les glaciers. Il y a d'autres petites composantes importantes, mais c'est surtout les glaciers. Et donc, les glaciers, ils influencent complètement le climat global. Si on enlève les glaciers de notre planète, le climat global, tel qu'on le connaît, il change complètement. Donc, sur leur fonctionnement, c'est vraiment quelque chose qui est souvent peu connu. Hein. On les voit comme un super indicateur des changements climatiques, mais en fait, c'est vraiment presque un pilier fondamental du climat sur Terre aujourd'hui. Autre intérêt des glaciers, qui fait qu'on entend beaucoup parler les glaciologues, c'est que, en fait, quand cette neige, elle va se compacter, elle va piéger des bulles d'air. Et puis ces bulles d'air, elles vont peu à peu être piégées aussi dans la glace qui va se former en profondeur. Et en analysant la composition des bulles d'air qui vont être piégées très en profondeur, on va pouvoir dater ces bulles d'air et on va pouvoir remonter comme ça l'histoire de la composition de l'atmosphère. Et donc moi j'ai des collègues qui sont comme ça au fin fond du Groenland ou de l'Antarctique, ou voilà, surtout les deux masses, qui vont chercher le plus loin possible, le plus profondément possible. Donc des fois il faudra 3000 mètres de profondeur et après ils vont comme ça complètement analyser la glace et puis chercher ces fameuses bulles d'air pour recomposer l'histoire du climat récent sur Terre. Et donc grâce aux glaciers, on obtient ce genre de courbe. Alors ça, c'est les 500 derniers millions d'années des températures moyennes sur Terre. À gauche, c'est il y a moins 500 millions d'années. À droite, c'est aujourd'hui. On va peu à peu essayer de comprendre cette figure en avançant dans la présentation. Première chose juste qu'on peut dire, c'est que grâce aux glaciers, on remonte la courbe bleue. Là, la courbe bleue, vous voyez que c'est marqué, je ne sais même pas si on voit ce qui est marqué, voilà, c'est Dôme en Antarctique. En fait, grâce aux glaciers aujourd'hui sur Terre, on a une vision de très haute définition de la température et de la composition chimique de l'atmosphère depuis 800 000 ans. La plus vieille glace qu'on a trouvée au fin fond de l'Antarctique aujourd'hui, elle a 800 000 ans. Donc grâce à ça, c'est les courbes bleues que vous avez là. Et puis, pour aller plus loin, il faut aller chercher d'autres indicateurs. Il n'y a plus de glace qui existe plus vieille que ça. Donc les autres indicateurs, c'est les sédiments marins, c'est des traces dans la tectonique, c'est plein de choses qui font les autres couleurs sur les autres courbes. C'est à chaque fois d'autres indicateurs. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Première chose qu'on peut dire là, ça, c'est les variations de température par rapport à une norme. Première chose qu'on peut dire, juste en voyant ça, la Terre elle a déjà été beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. On nous parle de réchauffement climatique, on nous fait peur avec, mais la Terre elle a déjà été beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. La Terre elle a déjà été complètement sans glacier. Elle a déjà été une espèce de boule plutôt très chaude, très désertique, très tropicale, etc. Et puis à l'inverse, la Terre elle a déjà été beaucoup plus froide qu'aujourd'hui. On a eu récemment beaucoup de glaciations, on va en parler juste après, mais aussi des vieilles glaciations. Et à un moment donné, la Terre, on l'appelle la Terre boule de neige. Dans une partie de son histoire, la Terre, c'est juste une boule de neige dans l'espace, une boule de neige et de glace qui flotte au milieu de l'univers. Donc, déjà, comme je vous disais, le changement, c'est vraiment la norme à l'échelle du temps géologique de la Terre. Et vu que les paramètres ont tout le temps changé, le climat, il a tout le temps varié. On arrive dans la deuxième partie de la présentation où je vais essayer de vous raconter, c'est l'histoire un peu récente du climat sur Terre. C'est
en gros depuis 2,6 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la fin de l'histoire, et grâce aux glaciers, on a vu qu'on a une bonne précision sur la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe depuis? Pourquoi on parle de 2,6 millions d'années? Pourquoi il y a une césure? On ne la voit pas forcément sur le système, mais oui, ce qu'on voit, c'est qu'on passe en dessous de cette barre depuis 2,6 millions d'années. En fait, il se passe deux processus tectoniques majeurs. Il y a l'isthme de Panama qui se referme, donc il y a la connexion entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, si vous voulez. Et puis, il y a le positionnement de l'Antarctique qui a peu à peu migré, qui arrive au pôle Sud. Et ça bloque la Terre dans le système où elle est aujourd'hui. Si vous voulez, ça a modifié complètement tous les courants marins sur Terre, et ça a modifié le fonctionnement climatique de notre système Terre depuis 2,6 millions d'années. Et depuis 2,6 millions d'années, ce qu'on peut voir si on zoome, et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est comme dans un yo-yo. On a des pics bas froids et des pics hauts chauds, pics bas froids, pics hauts chauds. Il y en a plus que 17, enfin il y en a à peu près 17, voilà. Leur cyclicité, elle va de 50 000 ans à 100 000 ans, ça a varié. Et donc, on a ce qu'on a trouvé, ce qui est montré, c'est qu'on a une alternance de glaciation. Donc, au moment où les glaciers étaient immenses, ici, on aurait eu 1200 mètres au-dessus de la tête de glace, par exemple. Et puis, d'interglaciaires, donc de périodes chaudes comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui. Peut-être ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le moteur de tout ça, pour l'instant, tout est complètement naturel. C'est lié à l'activité solaire, c'est lié beaucoup à la tectonique. Là, je vous ai dit que la clé de ce passage dans la dernière époque un peu climatique de notre planète, c'est de la tectonique. Et puis, ce qui fait basculer notre balle rebondissante ou notre yo-yo, là, comme je vous disais, c'est des paramètres, notamment, comment dire, juste de variation, un tout petit peu d'inclinaison de la Terre, de l'axe de la Terre et aussi de l'orbite de la Terre autour du Soleil. À peine ces deux paramètres varient, et ils varient pour des raisons naturelles. Si vous voulez, on switch d'un côté froid et d'un côté chaud, d'un côté froid, d'un côté chaud, tous les 5 ans, tous les 100 000 ans. Et ça, ça fait plus que 70 ans sur Terre que ça a été calculé mathématiquement, que ça a été prouvé en physique, et que ce cycle est reconnu comme étant complètement naturel. Donc voilà, on va essayer d'avancer dans ce cycle. Maintenant, on zoome sur les 800 000 dernières années. Donc ça, c'est la courbe si vous voulez, du carbone dans l'atmosphère, mais de la température, parce que les deux sont complètement liés. Dans les 800 000 dernières années, donc là on a moins 100 000 et là on a aujourd'hui, c'est exactement ces courbes qui ont été reconstituées grâce, comme je vous disais, aux carottes de glace qui ont été faites dans l'Antarctique notamment. Bon voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et donc, on voit bien cette cyclicité. Alors, on voit qu'il y a plein de pics un peu partout, des petits pics à l'intérieur, mais en gros, on a vraiment une alternance assez basique entre des périodes chaudes et des périodes froides. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Juste après, on va parler de ça, mais d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est si on schématise ce processus, on a des moments où la température, elle est haute, elle est proche de la période actuelle. Et donc, si vous voulez, les grandes masses de glace sur Terre, les immenses glaciers qui recouvraient Passy il y a 30 000 ans, etc., fondent, et le niveau marin global, il monte. Donc, il y a des moments, on est ici dans l'histoire, on a des températures relativement hautes, et on a le niveau marin qui est relativement haut aussi. Et puis, pendant une glaciation, la variation d'orbite de la Terre autour du Soleil, de tous ces paramètres, fait que la température diminue un tout petit peu, et que donc la température diminue, et donc beaucoup d'eau douce sur Terre va être tombée sous forme de neige. Il va y avoir beaucoup de grandes zones avec des neiges éternelles, beaucoup de grands glaciers. Et là, du coup, le corollaire, c'est que le niveau marin diminue, donc on est ici. Voilà, si on peut comprendre la cause-conséquence, niveau marin et température de l'air. Dans ces moments-là, dans la dernière glaciation, par exemple, donc au moment où je vous montre cette image qui a à peu près 30 000 ans, c'est la région de Lyon, il y a 30 000 ans, c'est le glaciologue Sylvain Coutran qui fait ces super images. Lyon, il y a 30 000 ans, le niveau marin global, il est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. C'est ça qui a permis notamment à l'homme d'aller par Bering en Amérique, d'aller assez facilement en Australie, parce que le niveau marin était globalement beaucoup plus bas, et donc on avait accès via des terres à beaucoup plus de continents qu'aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, les Alpes et le massif du Mont Blanc qui est là au fond, là c'est une vue depuis au-dessus de Lyon, c'est une gigantesque zone de neige éternelle. Hein. Donc c'est vraiment à une échelle régionale, c'est une fabrique vraiment de glace. Et donc là, les glaciers alpins, ils sont gigantesques, ils vont jusqu'à 30 000 ans, jusqu'à quasiment Lyon.
Dans des glaciations un petit peu plus anciennes où les glaciers ont été encore plus loin, ils ont été même. Ça, c'est un bloc qui est sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon, donc ils ont fait encore 40 km de plus par rapport à cette image-là. Et donc, ils ont complètement façonné comme ça nos paysages alpins, nos vallées ici. Ici, à Passy, est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Je ne crois pas que j'ai mis quelque chose, non. Ici, à Passy, pendant ce maximum glaciaire, vous avez compris qu'on est sous 1000-1200 mètres de glace. On est vraiment. Le paysage ici, il ressemble quelque chose comme les grandes vallées du Groenland, où on a quelques sommets qui sortent à droite à gauche, mais on a des fleuves de glace qui font des centaines de kilomètres comme ça, qui partent vers les plaines. Et puis, on va basculer de manière naturelle. Depuis à peu près 20 000 ans, le climat globalement il se réchauffe sur Terre, la température globale elle se réchauffe, et donc nos grands glaciers qu'atteignaient Lyon et qu'atteignaient beaucoup de zones très loin, peu à peu ils vont fondre et puis ils vont regagner les zones principales les plus hautes des Alpes. Ici on est dans le secteur les plus hauts des Alpes. Et donc cette phase elle va durer à peu près 10 000 ans, entre 20 000 ans et puis 11 000 ans, c'est ce qu'on appelle le tardiglaciaire. Donc on a eu la glaciation avec le maximum glaciaire, on a eu plein de glace ici, les glaciers ils allaient jusqu'à Lyon. Et puis entre moins 20 000 ans et moins 11 000 ans, c'est le tardiglaciaire, c'est-à-dire que c'est la fin, si vous voulez, c'est le barreau d'honneur de la glaciation, puis peu à peu les glaciers ils remontent comme ça dans les vallées. Des fois ils font une petite ils ont des meilleures conditions, ils vont avancer pendant 1000 ans, mais ils vont reculer après, etc. Puis peu à peu. Et puis, par rapport à Passy, ce qui est intéressant, c'est que Passy a été très influencé par le Mont Blanc. La grande fabrique de la glace régionale, c'est le massif du Mont Blanc. Donc, il y avait des hauts sommets sur Passy. À un moment donné, il y a de la production de glace locale, mais la fin de l'histoire, c'est plutôt les glaciers du Mont Blanc qui arrivent ici et puis qui fondent dans la plaine de Passy. Tout le secteur de la plaine de Passy et tous les secteurs plats que vous avez dans nos vallées alpines, aujourd'hui comme ça, qui sont ultra plats comme la plaine de Passy, en fait c'est des anciens lacs. Au moment où les glaciers se sont retirés, là il y a ici 16 000, 17 000 ans dans le secteur de Passy, il faut imaginer le paysage comme un immense fjord. On a des montagnes partout et on a des grands glaciers qui arrivent du massif du Mont Blanc encore, mais ces glaciers en fait ils ont érodé des vallées très profondes. Nos vallées alpines sont très profondément ici, il y a plusieurs centaines de mètres de sédiments avant d'arriver sur le substrat rocheux. Et donc au moment où le glacier se retire, le glacier il se retire, il abandonne des dépressions. Ces dépressions elles vont être remplies par l'eau de fonte. Donc le paysage, il y a ici à Passy, il y a 17 000, 15 000 ans, 13 000 ans, ressemble à quelque chose que vous aurez en Norvège dans les fjords, avec des glaciers loin derrière, probablement des icebergs qui flottaient aussi là sur le plan d'eau, et puis un grand lac. Et puis, vu qu'on a des gros glaciers au-dessus de notre tête quand même ici, puis les glaciers en avançant, ils broient les sédiments, en se déplaçant comme ça, ils produisent énormément d'argile, de minéraux fins. L'eau de fonte, elle va très rapidement, quand on a des gros glaciers comme ça, combler les lacs. Donc c'est l'histoire de la plaine de Passy. C'est un lac qui, très rapidement, en quelques milliers d'années probablement, quand il y avait encore des grands glaciers juste en amont, qui produisent énormément de sédiments, a peu à peu fait avancer des deltas, si vous voulez, dans notre plan d'eau, et qui fait qu'après, on a trouvé une zone toute plane. Donc l'homme, il arrive à peu près à ce moment-là dans la région. Peut-être qu'il a poursuivi quelques mammouths sur les glaciers un peu avant, mais la sédentarisation de l'homme ici dans la région, c'est 11 000, 12 000 ans. C'est la fin de cette période glaciaire parce que les glaciers ils ont laissé la place un peu à des écosystèmes qui sont plus intéressants pour l'homme, qui sont des steppes. Après, il y a la forêt qui arrive, etc. Et l'homme, il arrive, il trouve pas mal ces plaines comme à Passy, etc. Mais bon, je vais un peu plus loin, je digresse un peu, mais je pense que c'est intéressant. L'homme, juste en arrivant ici à Passy, il ne va pas s'installer dans la plaine. Les vieux villages dans la vallée en Valais à côté, en Tarentaise, ou ici dans la plaine, ils n'étaient pas en fond de plaine parce que ces anciens lacs, c'était beaucoup des zones humides. C'était beaucoup des zones où il y avait de la divagation du cours d'eau principal. L'arve était tressée en permanence. Le cours de l'arve, il changeait tout le temps. Donc ça, pour l'homme, quand il installe une hutte, il galérait à en construire. Il n'avait pas envie de finir sous la première crue. Donc il construisait un petit peu sur les coteaux, exactement comme aujourd'hui à le centre-ville du village de Passy. Un peu sur les coteaux, au-dessus de ces plaines. Il pouvait aller dans ces plaines assez facilement comme ça, mais il n'avait pas encore domestiqué, si vous voulez, un peu les cours d'eau qu'ont permis le développement dans les plaines après. J'ai bien digressé sur Passy, mais je pense que c'est intéressant. On va avancer dans notre histoire sur les 11 000 dernières années. Donc depuis 11 000 ans, on est dans un interglaciaire. Le nom scientifique de cet interglaciaire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, il s'appelle l'Holocène. Je ne sais pas si je l'ai marqué, ouais, l'Holocène ici. Donc pour des raisons naturelles, yo-yo, la Terre elle a basculé du côté chaud de la force, on va dire, dans un interglaciaire. Là, les grands glaciers sur Terre, ils ont reculé dans les Alpes, ils sont plus que dans les plus hauts secteurs.
On a quand même 2 très grosses calottes continentales, mais les autres glaciers sont relativement plus petits. Bon, ça c'est une figure des plus compliquées. Je ne sais pas comment on peut produire des figures aussi compliquées. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est la courbe en noir foncé, c'est la température moyenne sur Terre depuis 11 000 ans, depuis cette fameuse interglaciaire. Première chose qu'on peut dire, regardons que la grosse courbe noire et pas tous les autres pics, hein, que là aussi, depuis les 11 000, 10 000, 11 000 dernières années, le climat n'est pas stable de manière naturelle, y compris dans un interglaciaire ou dans une glaciation, il y a des fluctuations en permanence. Le changement climatique, j'en reviens ici, c'est une norme géologique et dynamique de notre planète. Et ce qu'on peut voir, c'est que de manière naturelle, on a des périodes plutôt chaudes, qu'on a appelées par exemple l'optimum climatique de l'Holocène. Exemple de cet optimum, il faut que je sois à côté. Bon, exemple local, première chose. Il y a des scientifiques ici, et notamment avec Aster, on travaille dans les lacs d'altitude, à Anterne et à Port-Mena. Et un peu comme les glaciers, quand on va regarder ce qui se cache dans les bulles d'air, on peut remonter l'histoire. Ce qui arrive dans les sédiments, dans les lacs, va être piégé dans les sédiments. Et si on les analyse, c'est des véritables archives, on arrive à remonter l'histoire. Ici, dans les lacs, dans les carottes, aujourd'hui on étudie par exemple les microplastiques. On voit des traces des essais nucléaires sur Terre, on voit des traces de l'âge de plomb ou l'âge du fer au Moyen-Âge, etc. Et puis, il y a des collègues qui vont jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'à la formation du lac, et qui vont étudier les pollens, en fait. Et qui vont reconstituer, si vous voulez, la végétation qu'il y avait autour du lac. Et autour du lac d'Anterne, c'est un des lacs les plus étudiés au monde. Le lac d'Anterne, c'est peu connu, hein, mais c'est vraiment un des lacs où il y a eu les plus grandes quantités d'analyse de carottes de sédiments. On a remonté l'histoire sur les 11 000 dernières années, comme ça. Et pendant ces fameux optimums climatiques où il fait plus chaud, on a trouvé des pollens de pin sambro au fond du lac d'Anterne. Ce qui voulait dire que dans le bassin versant du lac d'Anterne, on avait des pins. Donc à un moment donné, la forêt était plus haute qu'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent Anterne, aujourd'hui, il est à peu près juste au-dessus de la limite de la forêt. C'est vraiment la zone de combat. Il n'y a pas de forêt en amont, il n'y a pas d'arbres en amont dans le bassin versant. Et donc ça nous montre qu'il y a eu des périodes, en tout cas aussi chaudes qu'aujourd'hui, voire un poil plus chaudes, où la forêt a déjà été plus haut qu'aujourd'hui. Autre exemple qui est assez connu, c'est le Sahara. Le Sahara, pendant l'optimum climatique, une partie du Sahara, c'est la savane. C'est pas du tout un désert. Et aujourd'hui, quand on va dans le Sahara, il y a des... Enfin, j'ai pas été dans le Sahara, j'ai pris des photos, mais il y a des endroits où il y a des dessins de girafes, qui sont les dessins des hommes qui dessinaient la faune qui était autour d'eux. Donc, on a du mal à imaginer aujourd'hui des girafes, mais voilà. Et donc pour les glaciers, même chose. On a des périodes chaudes où les glaciers ont été petits, voire encore un peu plus petits qu'aujourd'hui. Ça a notamment permis aux hommes de passer dans des cols de très haute montagne. Et puis il y a eu des moments, vous voyez ici, il y a notamment ce pic froid qui est là, mais il y en a eu plusieurs dans l'Holocène, des moments où il a fait un poil plus frais qu'aujourd'hui. Et donc là, les glaciers, ils ont gagné de la surface partout, ils ont réavancé. Et la dernière période froide, c'est cette fameuse petite âge glaciaire, 1350-1850. Donc essentiellement pour des raisons naturelles, variation d'activité des taches solaires, des choses comme ça. Il fait un petit peu plus frais, plus de neige en hiver et quasiment tous les glaciers ou une grande partie des glaciers dans le monde réavancent. Ici, ils ont tellement réavancé qu'on a fait venir l'évêque de Genève pour prier, parce que les glaciers ont mangé des villages, hein, dans le hameau des Bois, Chamonix, etc. Donc on a fait venir l'évêque de Genève pour prier devant les glaciers. On pensait que c'était une punition divine, hein, ces grandes masses blanches qui nous fonçaient sur les cultures, dans des vallées où à l'époque on était très très pauvres. Hein. C'était pas le tourisme, etc. C'était des paysans de montagne qui vivaient très très chichement. Et donc en plus de ça, de vivre dans des conditions extrêmement dures pour cultiver et vivre, quand les glaciers réavancent, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc ils ont prié très très bien à l'époque, ils ont même prié un peu trop fort. Ils les ont vraiment bien fait retirer. Et aujourd'hui, on essaie de prier dans l'autre sens. Alors, si on arrive à la dernière période, qui est à peu près 1900-2019, là, sur ce graphique, il vous montre le niveau de température de 2016, qui était à 0,7-0,8 degrés. En 2022, on a 1,1 degré d'anomalie sur Terre. Donc vous voyez qu'on est dans la fourchette très haute de ce qu'on a connu depuis 11 000 ans. Ok, je vais vous montrer ça. Une question qu'habite la science depuis des décennies, c'est qu'est-ce qui cause ce réchauffement actuel, contemporain dans lequel... Et donc les scientifiques, et notamment via le GIEC, je vais en parler un petit peu après, essayent de répondre objectivement à cette question, quelle est la cause aujourd'hui du réchauffement climatique et de ce grand changement dans lequel on vit. Je vais vous montrer des modélisations qui ont été faites par le GIEC,
Donc juste le GIEC, c'est le groupe d'experts, le groupe international, j'ai plus le terme, c'est les experts sur le climat. Si vous voulez, le GIEC, c'est la plus, moi je présente souvent ça comme ça, c'est la plus grosse œuvre d'intelligence collective de l'histoire de l'humanité. On n'a jamais branché autant de cerveaux ensemble dans toute la planète que pour faire un rapport du GIEC. Et on n'a jamais utilisé les meilleurs supercalculateurs du GIEC, enfin de la planète comme ça. J'en parlerai tout à l'heure des nouvelles modélisations du GIEC, mais c'est des milliards d'heures de calcul sur les meilleurs supercalculateurs au monde et qui sont pilotés par les meilleurs scientifiques en climatologie, en mathématiques, en physique, en glaciologie, en océanographie, tout ce que vous voulez. Et donc, ils essaient de modéliser, enfin, ils essaient de calculer, de modéliser, de comprendre, d'avoir des chiffres, de récolter des données dans la nature. Et donc, sur les modélisations, ils ont essayé de regarder. Donc ça, c'est la courbe des températures globales. Et ça, c'est les paramètres qui pourraient expliquer le changement. Donc ça, c'est les variations d'orbite terrestre. Et on voit que ça ne colle pas trop. Donc ça, c'est entre 1850 et aujourd'hui. Ça, c'est les activités solaires. Et donc, il n'y a rien qui explique dans les activités solaires ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est le volcanisme sur Terre. Voilà. Et quand on met les trois principaux forçages, donc les forces dans la nature qui devraient expliquer le changement climatique, ben, il ne devrait pas y avoir de changement. On ne devrait pas vivre une période de réchauffement comme aujourd'hui. Quand on rajoute l'homme dans le système, là, c'est l'aménagement du territoire et notamment la déforestation, les émissions d'ozone, les aérosols, donc on modifie la composition chimique de l'atmosphère, et finalement les gaz à effet de serre. On voit que quand on cumule les 4 principaux facteurs humains, ça va venir là, ça colle très très bien avec ce qu'on mesure dans la nature. Et quand on met ensemble les facteurs naturels et humains, ça colle très très bien. Aujourd'hui, le consensus scientifique sur l'origine du changement climatique actuel, il est total. Comme je vous dis, le plus grand effort d'intelligence collective de l'histoire de l'humanité, il dit 99% de ce qui se passe aujourd'hui sur le changement climatique, sur notamment le réchauffement global, est d'origine anthropique. Il n'y a rien dans la nature qui pourrait expliquer ce changement. Là, c'est dans le nouveau rapport du GIEC, et le nouveau rapport du GIEC est sorti entre l'été passé et le mois de mars cette année. Vous avez peut-être entendu dans les médias un petit peu. Donc c'est la 6e version du rapport. Il a été encore beaucoup plus loin sur l'analyse de tout ça et sur le fait que c'est indiscutable que ce qui se passe aujourd'hui, ce 1 degré global que je vous ai montré tout à l'heure de plus par rapport à la moyenne de l'Holocène, est uniquement, entre guillemets, artificiel. Ça, c'est dans le nouveau rapport, entre la naissance du Christ et puis les valeurs aujourd'hui, si vous voulez, les températures normalisées sur Terre. Donc voilà notre petit âge glaciaire, notre petite période froide. Et voilà la période actuelle où on est. Donc vous voyez que depuis 2000 ans, on n'a jamais eu une température globale aussi forte sur Terre. Et puis, voilà. Et donc là, c'est à peu près la même figure avant, entre qu'est-ce qui aurait dû se passer entre 1850 et aujourd'hui. Donc c'est le zoom sur cette période-là. En vert, c'est juste avec des facteurs naturels. Il n'y a rien qui explique ce qu'on est en train de vivre. Et puis, quand on regarde, si on met ensemble les facteurs humains et naturels, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, vous le savez tous. Ça, c'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure sur le carbone dans l'atmosphère qu'on voit avec les glaciers. La valeur actuelle, elle est ici. Vous voyez que depuis 800 000 ans, en fait, si on pouvait remonter loin là-bas jusqu'à au moins 3 millions d'années, il n'y a jamais eu autant de carbone dans l'atmosphère. On sait d'où vient ce carbone, en fait. C'est nous qui l'émettons, c'est les activités humaines depuis la révolution industrielle. Il a été... Sapiens, notre espèce de singe, on est là depuis 300 000 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant 99% de l'histoire, on n'a quasiment aucune influence sur le système. On est une espèce de singe qui évolue un petit peu différemment des autres. On domestique le feu, ça on commence à jouer avec les fameuses 5 boîtes de notre système climatique, on commence à modifier les forêts, on commence à modifier aussi l'atmosphère, la composition chimique avec le feu, mais ça reste anecdotique. On commence à déboiser, l'impact il grandit, mais ce qui fait que vous voyez que la courbe elle fait comme ça, l'impact majeur il est vraiment très récent avec la révolution industrielle. C'est le moteur à explosion qui a changé l'histoire de finalement la physionomie du climat sur Terre. On ne va pas du tout en détail, ce n'est pas le but, mais les scientifiques, quand ils quantifient ce qui s'est passé, quand ils regardent plein de paramètres dans la nature, sur la température de l'air, sur la décidification des océans, sur, je sais pas, les quantités de pesticides, les quantités de plein de choses, ils disent que depuis les années 50, on vit une période sur Terre qui s'appelle la grande accélération. Tout s'accélère. Les courbes, prennent une tendance exponentielle depuis les années 50, et ça, c'est directement lié aux facteurs socio-économiques. Et donc aujourd'hui,
voilà, si on doit le dire autrement, en fait, l'homme, il a complètement modifié la composition de l'atmosphère, de la biosphère, de la surface terrestre, donc aussi des autres composantes, etc. Et donc, voilà. Et donc, les scientifiques aujourd'hui ils disent on n'est plus dans l'Holocène qui était l'interglaciaire naturel. Aujourd'hui, le principal force de contrôle et de modification de la planète et de modification de son système climatique, c'est Homo sapiens, c'est nous. Donc, on n'est plus dans l'Holocène. On est dans une nouvelle ère, une nouvelle époque géologique qu'est l'Anthropocène, celle de l'homme. On a modifié les fleuves sur Terre, l'immense majorité des fleuves sur Terre sont canalisés, on a modifié les forêts, la distribution de tout ce que vous voulez. Et donc, là aussi, il y a une science qui est vraiment... Enfin, il y a des dizaines d'articles par jour qui sortent sur l'Anthropocène. Donc ça, c'est un terme, j'imagine, peut-être vous avez déjà entendu, que vous allez entendre toujours plus. Hein. C'est finalement la période dans laquelle on vit, où l'homme il a modifié beaucoup la nature sur Terre. Donc un petit zoom sur les glaciers à l'Anthropocène. Donc avec Luc Moreau, le glaciologue, il habite juste à côté qu'un ami. On suit le glacier de Trait-la-Tête, surtout lui d'ailleurs, suit le glacier de Trait-la-Tête qui est dans la réserve des Contamines Montjoie depuis 2014 maintenant. On fait ce fameux bilan de masse, ça veut dire que chaque année on monte, on va mesurer combien le glacier va gagner de neige en amont d'une année à l'autre et combien il va perdre de masse à l'aval sous forme de fonte. Et donc, on parcourt très vite les chiffres. Les chiffres, ils sont tout le temps négatifs. Les chiffres, ils sont donnés en mètres équivalents eau. Ça veut dire qu'on standardise la masse qu'a fondue sur l'ensemble de la surface du glacier. Donc ce chiffre-là, par exemple, ça veut dire qu'en 2014, on avait 0,5 mètres équivalent qu'on fondu sur les 6 km² du glacier. 2015, on a une grosse canicule dans les Alpes. La vitesse de fonte, elle fait x4 quasiment, et on a 2 mètres de fonte. Vous voyez que malheureusement, les valeurs, elles sont que négatives. Ça veut dire que, bon, c'est tout simple, hein, c'est pas du tout un scoop. L'humanité, elle a tourné le thermomètre vers le haut. Les glaciers, qui sont des masses qui dépendent du froid, hein, qui sont des gros glaçons, elles fondent, c'est assez normal. L'année passée, on espérait avoir un bilan de masse qui était proche de zéro. Vous vous en souvenez, on a eu beaucoup de neige en hiver, au printemps, et un début d'été pourri qui n'arrangeait pas trop le tourisme. Pour les glaciologues, c'était une bonne nouvelle. Malheureusement, on a quand même eu un bilan de masse qui est négatif quasiment partout dans les Alpes, et notamment lié au Sirocco. Il y a ces grands épisodes de vent très chaud et sableux qui nous viennent du Sahara, et les dépôts de sable en fait noircissent un tout petit peu, salissent un tout petit peu les glaciers et accélèrent la fonte. Et donc ça, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Mieux vaut, quand on s'en souvient avec l'albédo, que tout soit très blanc, très pur, ça renvoie beaucoup du rayonnement solaire, qu'un tout petit peu plus foncé, et voilà. Donc malheureusement, on documente peu à peu la fonte de ce glacier, mais ce n'est pas du tout un scoop, et c'est ce à quoi on s'attend dans le contexte actuel. 2022, on est parti sur des records, là, vu la chaleur qu'il y a eu ces dernières semaines et le peu de neige qu'il y avait cet hiver, donc on verra le chiffre, mais voilà. Donc, voilà, tous les glaciers sur Terre, ils fondent. Tout ça, c'est en accélération, malheureusement, mais tout simplement parce que le dérèglement climatique s'accélère. Et puis, la conséquence, elle est directe, elle est partout sur Terre. Quand les glaciers fondent et l'élévation de la chaleur aussi, ça dilate un petit peu les océans. Le niveau marin sur Terre global, il a augmenté déjà de 23 cm depuis 1900. Donc le changement climatique, c'est pas un truc on n'est pas sûr, peut-être demain, c'est quelque chose de concret, de tangible, déjà partout sur Terre, sur ce qu'on voit dans la nature, dans les écosystèmes, dans les paramètres climatiques et jusqu'au niveau des océans, partout. Donc voilà pour les enjeux. Ici, localement, on essaye aussi de l'étudier, notamment dans la réserve de Passy, avec le réseau Lac Sentinelle, où on a équipé certains des lacs de la région de capteurs de température. On va aussi étudier la biodiversité et plein de choses. Donc là, c'est trop tôt. Comme je vous disais, souvent, on a besoin d'un vrai recul dans le temps pour voir les tendances de température. Mais là, c'est les températures à différentes profondeurs dans le lac de Pormena. Il a 1800 quelque chose mètres, 1880. Voilà, c'est un des lacs du réseau Lac Sentinelle. Il y a 25 lacs du réseau Lac Sentinelle dans les Alpes. C'est un des plus bas, mais c'est un des plus chauds. Les températures de surface montent. Vous voyez, là, c'est jusqu'en 2020, quasiment à 20 degrés. Ça pose des gros enjeux hein, d'un point de vue des écosystèmes sur les espèces qui étaient vraiment c'est des lacs qui sont gelés plus que 6 mois par an, donc il y a vraiment des espèces qui sont habituées à vivre dans du grand froid, et donc avec le réchauffement climatique, d'un coup il fait très très chaud dans l'eau du lac et ça pose des vrais problèmes de survie pour ces espèces. Hein. Et puis même l'eau en profondeur, c'est un lac qui est peu profond, et même l'eau en profondeur, vous voyez qu'elle monte sur les capteurs qu'on a au fond du lac au-dessus de 10 degrés. Donc c'est encore trop tôt pour dégager des tendances, pour vous dire que ce lac se réchauffe à telle vitesse, mais c'est un lac en tout cas où il fait très très chaud. Ça pose des enjeux sur la baignade. Ça a l'air toujours sympa et fun d'aller se baigner dans les lacs d'altitude.
on l'a peut-être tous fait dans notre vie. Ça pose des grands enjeux sur la biodiversité, hein. On est tous vecteurs de plein de choses, hein, de polluants, de bactéries, de parasites, de plein de choses, et de crème solaire, donc et donc pour la biodiversité dans ces lacs, il y a des gros enjeux sur la baignade, hein. Nous, on essaie de travailler là-dessus. On va finir par demain. Un mot sur le GIEC. Enfin, voilà. Ce qu'essayent de faire les travaux du GIEC, c'est vraiment, notamment avec des supercalculateurs, c'est de modéliser le climat. Ça veut dire qu'on essaie d'anticiper le futur en créant des boîtes où on va modéliser tous les paramètres dont on a parlé un petit peu ce soir. Donc ça, c'est un des grands modèles français qui est produit pour le GIEC. Et puis l'idée, c'est d'anticiper tout ça. Le GIEC, il a été créé en 1988, au moment où le réchauffement climatique est vraiment devenu prégnant, après une période assez froide entre les années 60 et 80. Voilà, mais à partir des années 80, il a fait très très chaud dans beaucoup de régions du monde, et on a commencé à se dire, mais il se passe vraiment quelque chose en fait. Et l'homme a peut-être modifié quelque chose. Donc le GIEC, comme je rappelle, c'est un groupe de scientifiques et d'experts neutres. Ils ne sont pas là pour dire c'est l'homme ou pas l'homme, hein. Il n'y avait pas une commande. Voilà, ils essayaient juste de répondre à des questions scientifiques. Et donc, tous les X années, tous les 4 à 6 ans, sont produits des rapports d'évaluation qui sont, si vous voulez, la synthèse de toute la connaissance qui a été produite sur le climat pendant 4 à 6 ans. Donc, c'est des dizaines de milliers d'articles scientifiques qui sont scannés. Plus, en parallèle de ça, les toutes nouvelles modélisations de pointe sur l'avenir et le futur du climat. Donc voilà, et puis il y a plein de rapports spéciaux. Globalement, on ne va pas aller trop en détail, mais comment fonctionne le GIEC? Il essaie d'anticiper demain vers quoi on va, évidemment, comme climat global. Mais pour tenir en compte de ça, il faut aussi évidemment tenir en compte de la démographie, de l'économie globale, et en gros de qu'est-ce qu'on va relarguer encore demain dans l'atmosphère, quelle est la puissance qu'on va donner au système. Et donc, on parle souvent des scénarios du GIEC. En gros, si vous voulez, il y a le scénario Accord de Paris qui dit qu'assez vite, on limite les émissions globales de gaz à effet de serre et on va limiter du coup, in fine, le réchauffement, ou un scénario qu'on appellerait business as usual, qui est l'homme continue à ne pas se soucier de ses émissions et du climat et de laisser ça aux générations futures, on peut dire ça comme ça, parce qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont devoir faire face à tout ça quand même, et puis on va vers des émissions fortes. Pour vous dire qu'est-ce que ça signifie ces chiffres, le forçage radiatif sur Terre, le niveau pré-industriel, donc la chaleur qui arrive notamment par le soleil sur Terre, c'est 155 watts par mètre carré. Et puis, les travaux du GIEC, ils essaient de regarder combien l'humanité, si vous voulez, a rajouté de chaleur, d'énergie dans le système. Combien on a rajouté, en gros, de CO2, enfin de carbone dans l'atmosphère, et combien ça se transmet, on pourrait le calculer sur Terre en watts par mètre carré. Et donc, ces fameux 2,6 ou 8,5, c'est ce qu'on rajouterait en watts par mètre carré par rapport à ces 155 de base. Et en gros, le 2,6 ou le 1,9, que dans les nouveaux, donc ça, c'est les émissions globales sur Terre de carbone. Et ça impliquerait que pour limiter à 1,9 ou 2,6 watts global bientôt, il faudrait très très vite, et vous entendez tous les débats actuels sur la neutralité carbone le plus tôt possible, très très vite inverser les courbes globales d'émissions. Et c'est ça. Et puis à l'inverse, le 8,5, ça veut dire que d'ici à 2100, on freine pas grand-chose, et du coup, l'énergie qu'on a rajoutée dans le système, elle est très très forte, et on va voir ce qui peut se passer après. Ok. La conséquence de ce forçage radiatif, c'est des termes un peu compliqués, mais en gros, c'est l'énergie en plus qu'on a rajoutée dans le système. Les conséquences de température, c'est ça. Ça, c'est les prévisions du GIEC pour le futur. Donc, ça, c'est la courbe, la moyenne mondiale. Et puis, voici vers quoi on peut aller. Ce fameux 2,6 et 1,9, vous vous en souvenez, le forçage radiatif, en gros, si on met un coup de frein très rapide et qu'on arrive à être neutre carbone vers 2050-2060, on voit que à court terme, ça ne va pas changer grand-chose. Il va continuer à faire un petit peu plus chaud dans les prochaines décennies. Par contre, à moyen terme, il y a une vraie divergence. On va dire que l'humanité elle est vraiment un croisement, hein. Ça se joue dans les 5, 10, 15 ans qui arrivent devant nous. Ce croisement, il est là. Est-ce qu'on met un coup de frein et un coup de volant et on arrive à limiter le réchauffement global, enfin, à limiter les émissions et donc le réchauffement global en dessous des 2 degrés? Ou alors, est-ce qu'on va vers d'autres processus qui vont faire que le réchauffement il est beaucoup plus fort? Ça, c'est la moyenne globale. Cette moyenne globale, elle tient en compte des océans. Les océans, ils ont une grande inertie thermique, ils mettent du temps à se réchauffer. Quand vous voulez réchauffer une masse d'eau, ça met beaucoup plus de temps qu'une surface terrestre.
Nous, on vit dans une région, vous entendez souvent ça, les Alpes, on est plus sensible, le réchauffement global, il est plus rapide. J'ai juste mis cette courbe, elle n'est pas très scientifique et très juste, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Nous, on est plutôt à 2,2, 2,3 degrés par rapport à l'âge pré-industriel, si vous voulez. Donc, par rapport à la moyenne globale, on est 2 fois plus fort en réchauffement, ça va 2 fois plus vite. Donc imaginez toutes ces courbes qui partent comme ça, nous il faut les faire partir de là, avec potentiellement un x2 de vent sur la magnitude, sur l'intensité. Donc imaginez quand même que dans nos régions, c'est énorme hein, potentiellement ce qui peut survenir. Clémentine, je fais de la pub. Dans le cadre de Nature Adapt, donc ce programme, on essaye pour mieux gérer la réserve de Passy, de tenir en compte du changement climatique, on a essayé de récolter, enfin Clémentine a essayé de récolter des données dans la région et des tendances sur le futur. Donc aujourd'hui, il y a des services publics en France qui produisent, à l'intention des collectivités locales, à l'intention des acteurs du territoire, des données sur le futur pour essayer de prendre les bonnes décisions maintenant. Et donc voilà ce qui sortait d'ici à la fin du siècle localement, c'est qu'entre un scénario tu n'avais pas pris le plus optimiste, tu avais pris le moyen ou le pessimiste, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on continue à émettre, mais on freine un petit peu, ou est-ce qu'on émet beaucoup? Localement, d'ici à la fin du siècle, la température moyenne autour de Passy devrait augmenter de 2,2, 2,3 à 4,5 degrés. Et avec un processus qui sera encore plus marqué en été. La conséquence de ça, évidemment, c'est l'élévation de l'isotherme et l'enjeu beaucoup sur l'enneigement et les limites d'enneigement. Hein. Aujourd'hui, l'isotherme en hiver, il est autour de 600-900 mètres. D'ici à la fin du siècle, il peut monter vraiment de plusieurs centaines de mètres, très très haut, et donc faire qu'une partie du territoire de Passy est largement en dessous de l'isotherme, c'est-à-dire qu'il pleut une grande partie de l'hiver. Il peut neiger de temps en temps, mais globalement, on n'a pas d'accumulation de neige en hiver. Et puis, pour les précipitations, ce soir, je vous parle beaucoup de température. Les températures, c'est plus facile à comprendre et encore plus facile à modéliser. Les précipitations, c'est très complexe. Ça dépend des advections de masse, de plein de choses. Et donc, sur les modèles, ils sont beaucoup plus incertains. Mais il n'y a pas de grande dynamique qu'on voit déjà dans les Alpes. Ce que montre, c'est que d'ici, c'était des diminutions, sauf erreur. D'ici à 2000 ouais, j'ai oublié le signe moins, je m'excuse. Moins 10 à 20% d'ici à 2050. C'est nos amis d'Adapt Mont-Blanc, notamment du CREA, qui ont montré ça. Et puis, ce qu'on est en train de vivre un petit peu ces dernières années, c'est, si vous voulez, des plus grandes sécheresses en été, des plus grandes périodes sans pluie. Par contre, quand il y a de la pluie, il y a beaucoup plus d'énergie dans le système, il fait plus chaud, les orages ils sont plus forts, et potentiellement des gros orages. Donc on vit les deux extrêmes un peu, beaucoup plus chaud et plus sec pendant longtemps, et puis d'un coup beaucoup plus d'eau qu'on connaissait. Et puis sur les ratios pluie-neige, à 1500 mètres aujourd'hui, on a à peu près 2/3 des précipitations à 1500 mètres qui vont tomber sous forme de neige à l'échelle annuelle, contre seulement 1/3 à la fin du siècle. Donc évidemment, les conséquences sur des territoires ou sur un territoire étagé comme Passy, elles sont fortes, parce qu'on voit très bien les variations de température, et notamment avec la neige, quel est l'impact direct de tout ça. Sur les glaciers, on peut là aussi mettre un coup de frein et ralentir leur fonte et puis sauver une partie des masses. Alors, dans les Alpes, c'est pas énorme ce qu'on peut sauver malheureusement, parce que les glaciers alpins sont relativement petits, mais à l'échelle globale, on peut vraiment sauver l'immense partie des masses glaciaires. Donc moi, c'est vraiment mon combat quasi quotidien de prendre mon bâton de pèlerin et dire aux gens, il faut absolument qu'on sauve les glaciers sur Terre. Vous avez compris à quel point ils sont importants pour le système climatique global, pour le niveau marin, etc. Donc voilà, mais pour traiter la tête, on peut encore sauver, d'après les modèles de nos collègues suisses, à peu près 2/3 du volume. C'est des centaines de kilomètres cubes quand même, donc c'est énormément d'eau. Hein. Ou alors voir ce grand glacier, qui est le 4e plus grand en France, il est là, hein, très la tête, quasiment fondre d'ici à la fin du siècle. Et si le 4e plus grand fond, c'est-à-dire que les autres ils vont aussi beaucoup fondre. Les conséquences pour un territoire comme ici, ça je pense c'est intéressant pour Passy et puis pour tout le pays du Mont-Blanc. Les collègues suisses qui ont modélisé ça, ils ont aussi modélisé les conséquences hydrologiques de tout ça. Notamment ici à Salange. Donc en gros sur les débits de larves d'ici à la fin du siècle, qu'est-ce qui pouvait changer en lien avec la fonte des glaciers et le réchauffement climatique, l'évolution de la limite pluie-neige et aussi l'évolution de l'évapotranspiration dans la nature. Quand il fait très chaud, nos zones humides, nos pelouses qui peuvent être humides parfois, et ben, tout s'évapore, tout part. Et donc ils disent qu'il faut s'attendre très probablement avec un scénario moyen. C'est pas le pire et c'est pas le plus optimiste si vous voulez. Il faut s'attendre à une diminution du débit de larves annuel de 15 à 20% à peu près. En été, quand on aura plus besoin d'eau, on voit bien pendant la canicule là, à quel point on a besoin d'eau, où on va tous vers l'eau pour se rafraîchir un peu.
vu qu'on a moins de masse de glace au-dessus de notre tête et moins de neige qui va s'accumuler chaque hiver, les débits vont diminuer de 35 à 45%. Et puis, à l'inverse, en hiver, vu qu'il y a beaucoup moins de stockage de l'eau sous forme de neige et de glace, les débits vont augmenter de 60 à 100%. Ça veut dire qu'un territoire comme le pays du Mont-Blanc, on vit dans ce qu'on appelle le toit de l'Europe et puis le château d'eau de l'Europe. Mais y compris ici, donc on est vraiment là où une des meilleures situations européennes pour avoir de l'eau, y compris ici, on va faire face dans les prochaines décennies à des enjeux de sécheresse et de partage de la ressource en eau dans les prochaines décennies, c'est sûr. Donc voilà, et à l'inverse aussi, à devoir gérer peut-être des crues dont on ne connaissait pas l'ampleur, et entre-temps on a canalisé tous les cours d'eau et on a construit aussi dans les plaines alluviales historiques. Donc il va y avoir peut-être des enjeux de crues. Je ne veux pas faire peur, mais il y a des enjeux territoriaux en tout cas qui vont être forts demain et qui, le plus on les anticipe et le plus on est dans l'intelligence collective, le moins ce sera compliqué. Je vais avancer un petit peu. Pour l'avenir, si on reprend notre schéma, moi j'aime beaucoup ce schéma, il parle bien, donc vous vous en souvenez de cette boule rebondissante. Si on doit schématiser, synthétiser ce qui se passe aujourd'hui sur Terre à l'Anthropocène, en fait dans notre balle rebondissante, l'homme il a mis une pichenette avec le moteur à explosion et avec tout ce qu'on a modifié, comme je vous dis, de composition de l'atmosphère, mais aussi des forêts ou de plein de choses. On est en train de modifier complètement la surface de la planète. Et on a mis une pichenette, et toute la question que vous entendez de la part des scientifiques ou dans les rapports du GIEC ou dans la société aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de mettre un coup de frein assez rapide pour trouver une stabilisation du climat et être pas trop loin de notre équilibre naturel, donc dans une Terre qui est vivable, qui ressemble à celle d'aujourd'hui, on va dire, ou alors on va générer les points C et D que je vous montre là, qui sont ce qu'on appelle des limites planétaires. On va dépasser des seuils, de processus, on va générer des processus qui vont suraccélérer le réchauffement. Certains des exemples, ils sont là. Par exemple, voilà, la fonte de la calotte du Groenland, en fait, c'est une immense zone sur Terre qui est recouverte de glace. Si demain, donc, qui est blanche, si demain elle fond, c'est autant énormément d'absorption en plus du rayonnement solaire, donc plus de chaleur autour, relargage de beaucoup d'eau dans les océans qui modifie les cycles des océans, et ainsi de suite. Et donc, il peut se passer, on entend beaucoup parler du permafrost de Sibérie, etc. Si on va un tout petit peu trop loin et qu'on tourne le thermostat un peu trop fort, si vous voulez, on génère des processus naturels, que sont les émissions du méthane qu'il y a dans le permafrost de l'Arctique, etc., qui rendent, si vous voulez, la machine infernale. On va vers une terre, ce qu'on appelle, ils appellent hothouse, c'est une serre tropicale ou c'est une étuve. Et donc, voilà pourquoi les scientifiques alertent, c'est qu'il il ne faudrait pas passer ces seuils. Ça pousse les scientifiques à avoir des discours peut-être comme moi ce soir, des fois un peu pas militants, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas essayer d'alerter. En 2017 a été signé ce papier, c'est l'avertissement des scientifiques à l'humanité. C'est l'article scientifique de l'histoire le plus co-signé. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 co-signataires dans le monde scientifiques qui ont co-signé un avertissement à l'humanité. Les scientifiques, ils ne sont pas mieux que l'humanité. Les scientifiques, c'est l'humanité. Mais en disant, d'après les données qu'on produit sur le passé et d'après les enjeux actuels et d'après les modélisations sur le futur, on vit vraiment une période à la croisée des chemins où il faut réagir absolument. Parce que les messages clés, c'est ça, l'homme, il est rentré en collision avec la nature. Ce soir, on parle du climat, mais on pourrait parler de biodiversité, d'autres choses. L'homme à l'Anthropocène, il vit hors de la nature comme si c'était possible. C'est complètement impossible. L'histoire de l'humanité, c'est pas hors nature. On vit que grâce aux ressources naturelles. On peut pas vivre sans. On sait pas vivre hors sol. Donc, ce que rappellent les scientifiques, c'est ça. On est en train le climat, la biodiversité, les ressources naturelles, on est en train de détruire la Terre, mais la Terre, c'est notre seule maison. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète, il n'y a pas, voilà. Et donc, il y a une urgence absolue à agir. Et puis, il n'est pas trop tard pour agir. C'est vraiment maintenant que ça se joue et que c'est important de le faire. Les deux leviers pour agir, évidemment, le principal, c'est l'atténuation. C'est comment on met ce fameux coup de frein sur le carbone global, sur la déforestation, sur plein de choses. Et puis, le deuxième volet, je pense que toutes les communes, tous les territoires, ils vont être là-dedans, ils vont accélérer sur l'adaptation. C'est-à-dire comment on anticipe le changement climatique et ses effets. Et puis, comment on propose des politiques collectives de réaction et de voilà. Nous, on essaie de le faire modestement, je vais en parler juste après sur Nature Adapt sur la réserve, alors à notre toute petite échelle de gestionnaire d'une petite partie de PACI, mais voilà, on essaie d'être partenaire de l'adaptation avec les territoires. Et puis, voilà, un petit mot sur la réserve de Passy, j'imagine que vous êtes pas mal des passerans et que vous connaissez tous par cœur. Donc, c'est une grande réserve qui fait 1700 hectares entre 1300 et 2900 mètres.
Nos missions en tant que gestionnaire, c'est de protéger cet espace, améliorer la connaissance qu'on essaie de faire typiquement sur les lacs ou avec NatureAdapt, partager cet espace et bien le gérer. Et je vous juste un tout petit mot sur ce qu'a fait Clémentine, mais c'est en cours de finalisation, donc je ne vais pas trop vous dire les synthèses ou les résultats finaux. Le travail via NatureAdapt de Clémentine en tant que conservatrice a été de se poser ces questions, à faire un diagnostic de vulnérabilité. Dans mon patrimoine naturel, donc dans ces boîtes-là, dans les activités humaines qu'il y a dans la réserve et dans moi, mes outils et moyens de gestion, qu'est-ce que le changement climatique est en train de modifier? Est-ce qu'on est en train d'avoir des choses qui disparaissent? Est-ce qu'on a des espèces qui arrivent qui n'étaient pas là avant et qu'il va falloir gérer et réagir? Voilà. Donc, essayer de se poser, faire ce diagnostic de vulnérabilité et à partir de là, construire un plan d'adaptation. C'est un petit peu des pistes sur comment on pourrait anticiper la suite et comment on peut déjà réagir. Donc, c'est pas du tout finalisé. C'est le fruit de l'expertise interne et aussi d'échanges avec les acteurs du territoire, hein, avec le gardien du refuge, avec les différents acteurs, les alpagistes, etc., sur comment on voit l'avenir de la réserve, avec la commune évidemment, et comment on aimerait que cette réserve soit demain et comment on peut s'adapter. Je ne vais pas beaucoup plus en détail là-dessus et on verra s'il y a une question là-dessus ou pas. Et je finis juste sur un autre projet qui s'appelle Ice and Life, qui est un autre projet sur l'adaptation et sur l'atténuation qui est pour le coup en face. Donc ça, c'est quelque chose que moi je développe. C'est un projet qui vise vraiment à mieux connaître et à protéger les glaciers et tout ce qui arrive après. L'idée de base, elle est celle-là. Donc ça, c'est le glacier de Bionacé qui est juste là derrière. Si on pouvait enlever le mur, il est juste caché là derrière. L'idée de base, elle est celle-là. Les glaciers, comme je vous l'ai dit un petit peu ce soir en filigrane, pour la régulation du climat, pour la régulation et le stockage de l'eau douce et aussi pour la biodiversité, ils sont fondamentaux. Il ne faut vraiment pas les perdre, on a besoin de grands glaciers autour de nous, ça va rendre la situation beaucoup plus facile. Mais malheureusement, ils ont déjà beaucoup fondu depuis le petit âge glaciaire. Comme vous voyez cette image, le petit âge glaciaire, le glacier il occupe toute la cuvette et aujourd'hui il est là. Mais, et puis, avec le réchauffement climatique, malheureusement, d'après les modèles, ils vont continuer un petit peu à fondre. Mais on peut, comme je disais, sauver encore une bonne partie des masses de glace et il n'est pas trop tard pour réagir. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on essaie de montrer dans ce projet, c'est qu'après le retrait glaciaire, arrivent plein de nouveaux écosystèmes. Donc là, la forêt qu'elle a derrière, la pessière qu'elle a, elle a moins de 150 ans parce qu'elle s'est formée après le retrait glaciaire. On essaie de montrer, mais regardez cette forêt qui n'existait pas avant, c'est tout ça de stock de carbone en plus qu'a pompé du carbone dans l'atmosphère. Les sols qui se sont développés là, ils ont pompé du carbone dans l'atmosphère. Cette forêt, c'est un habitat pour plein d'espèces très intéressantes qui ont le droit de vivre et qui cherchent des refuges dans la nature. Le lac qui s'est formé là depuis 2006, il stocke du carbone à mesure qu'il y a du plancton ou il y a des algues qui se développent dedans. C'est demain un réservoir de l'eau douce à une échelle où les glaciers vont peu à peu fondre et donc les lacs à l'échelle locale vont devenir de plus en plus intéressants pour l'eau douce. Donc ce qu'on essaie de dire sur ce projet, c'est que autant les glaciers que ce qui arrive après les glaciers, pour trois des questions fondamentales qui arrivent pour l'humanité devant nous, que sont comment on stocke du carbone, comment on stocke de l'eau douce, et on a de l'eau douce vers chez nous, et comment on permet à la biodiversité de survivre à la 6e extinction de masse, comment protéger ces zones, en fait, c'est laisser des bonnes chances à la nature et in fine à tous les hommes qui habitent partout autour, à commencer par nous. Donc on essaie de montrer que les glaciers et ce qui arrive après les glaciers, c'est vraiment ce qu'on appelle des services écosystémiques uniques qui vont vraiment nous aider à nous adapter puis à atténuer les changements globaux. Donc on fait un peu de science, c'est-à-dire qu'on va mettre des capteurs là pour suivre le développement de la vie, l'arrivée des planctons par exemple dans ces lacs. Et puis on essaye de modéliser, là pour la première fois on a modélisé l'avenir de tous les glaciers sur Terre, mais là c'est un exemple dans le Mont Blanc, donc ça c'est la mer de glace, ça c'est Argentière. On modélise la vitesse de retrait glaciaire en fonction des fameux scénarios climatiques du GIEC. Et puis pour la première fois, on modélise la topographie sous-glaciaire potentielle. Ça veut dire que d'après nos modèles, on essaye de savoir est-ce que demain il y aura une zone qui est surcreusée où il y a un lac? Est-ce que c'est une paroi très raide où demain il y a une falaise? Est-ce que c'est une zone qui serait propice à la forêt parce qu'on est plutôt bas et plat et qu'il fait chaud, etc. Donc on essaie d'anticiper tout ça. Le jaune, là, pour vous donner un ordre de grandeur, ça, c'est les glaciers en 2000, glacier du Tour, Argentière, mer de glace. Le violet foncé qui est là, c'est les glaciers en 2100 avec un scénario moyen. Donc imaginez juste le cataclysme écosystémique qu'on est en train de vivre dans nos régions d'ici, dans les prochaines décennies. Les grandes masses glaciaires, elles vont fondre. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que là, ce qui arrive après, notamment les lacs que j'ai mis en bleu là, qui sont des lacs potentiels, on n'est pas sûr, c'est des modèles, mais ils vont rendre service aux hommes et à la nature. Et le plus on les laisse tranquilles, le plus on les protège, je travaille pour la protection de la nature, le plus on rend l'humanité et la Terre moins vulnérables face aux grands enjeux globaux.
Et donc, l'idée, c'est de partager tout ça. Et in fine, si on y arrive, et si évidemment en partenariat total avec les acteurs locaux, hein, si les acteurs locaux sont d'accord pour qu'on crée des protections et qu'en gros, on laisse ces zones-là à la nature, que ce soit aujourd'hui des glaciers ou demain des lacs, des forêts, des pelouses ou des zones rocheuses qui succèdent aux glaciers. On a travaillé notamment avec ces arguments-là, avec les services de l'État et les communes pour créer en 2020 l'arrêté de protection d'habitat naturel du Mont Blanc. Donc c'est une des grandes zones de protection qui a été créée récemment en France. J'arrive aux 2 slides de fin. Je pense que je serai juste un tout petit peu plus long qu'une heure. Donc pour ce que j'espère que vous allez ramener à la maison, c'est les changements climatiques, c'est vraiment une norme totale. Hein. Aucun scientifique vous dira le contraire. Par contre, la particularité des changements climatiques contemporains, c'est l'origine elle est presque exclusivement anthropique. Et puis les vitesses et l'amplitude sont extrêmement importantes. C'est assez inédit dans l'histoire récente de la Terre d'avoir une telle vitesse de processus de réchauffement global notamment. Les conséquences, elles sont déjà majeures sur Terre, je vous en ai donné quelques exemples. Et puis, voilà, je vous ai dit qu'on était à la croisée des chemins. En fonction vraiment de l'action à court et moyen terme, après le moyen terme, c'est trop tard. Comme je vous ai dit, après, on enclenche des choses qui seront irréversibles dans la nature, à part inventer un aspirateur à carbone dans l'atmosphère, ce qu'on est incapable de faire. Bref, soit on va vers un nouvel équilibre climatique, donc une Terre vivable, habitable, où je crois que ça va nous permettre de rééquilibrer le rapport homme-nature et pour notre bien-être individuel, j'en suis persuadé. Ou alors on va vers une Terre étuve qui est pas très sympa de laisser ça à nos enfants, parce qu'on va peut-être pas tous connaître ça, et c'est peut-être du moyen terme les conséquences. Le message clé aussi, c'est l'humanité n'a jamais connu cette Terre étuve. Je vous ai montré les courbes du climat dans les 300 000 dernières années où il y avait l'humanité. On n'a jamais connu une Terre plus chaude qu'aujourd'hui, l'humanité. Donc on ne sait pas ce que c'est. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est plus que 7 milliards. Donc on a besoin d'eau, on a besoin de surface, si on élève le niveau marin, ça fait évidemment bouger beaucoup de gens. Donc c'est ça qui est nouveau. L'enjeu, il est là, hein, de la période actuelle, c'est pour Homo sapiens, on va dire. Et puis, les enjeux ne sont pas que climatiques, hein. Tout est interconnecté, mais tout est aussi en lien avec la nature, la vie sur Terre, et sociale, et toutes les activités humaines. Hein. Et donc, il y a urgence à agir à mini-1, et j'arrive à la fin. Et moi, c'est quelque chose que je défends vraiment. Donc moi, vous avez compris, hein, je travaille pour la protection de la nature. Mais il me semble que c'est ce que nous apprend la nature et ce que nous apprend la science. Les meilleures solutions, elles sont dans la nature. Hein. Elles ne sont pas technologiques, elles sont pas... Enfin, ici, la technologie va nous aider un petit peu, mais le plus on respecte la nature et on protège la nature autour de nous, le plus l'humanité va avoir une vraie résilience face à tout ça. Et puis, voilà, j'arrive au mot de la fin, donc j'espère qu'à partir de maintenant, on est tous conscients qu'on est tous, chacun et chacune, une partie de la solution. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci beaucoup pour ce formidable exposé qui est un petit peu au pessimisme mais qui nous laisse quand même une note d'espoir, hein, puisqu'on sait si on fait bien attention, on devrait pouvoir arriver à un nouvel équilibre, avec une température un peu plus haute que celle qui aurait dû être si nous n'étions pas là, mais cet équilibre est encore possible, donc en faisant attention. Donc on va passer, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en fait à poser ?